Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Civalgo, le podcast qui vise à élever le niveau de l'industrie de la construction en donnant des conseils, des astuces puis des bonnes pratiques. Aidez-nous dans notre mission en partageant ce podcast avec notre réseau. Aujourd'hui, on est super content d'accueillir Marie-France Paré, chargée de projet principal de PNC. Elle va nous parler de leadership et optimisation d'équipe en projet de construction d'envergure. Comment vas-tu, Marie-France, ce matin? Super bien, je suis très contente d'être ici ce matin. Absolument, on va avoir un podcast rempli de richesses aujourd'hui. Peut-être pour ouvrir le bal, Marie-France, si tu peux nous parler un peu de ton background, qu'est-ce qui t'a amené en construction, puis d'où tu viens en fait? À la base, je suis ingénieure de formation. J'étais allée dans ce domaine-là un petite erreur de parcours, mais je savais que j'allais être dans la construction. Quand j'étais jeune, à chaque fois, j'allais visiter les maisons de mes amis. Ça, c'est quelque chose que tu sais pas, mais quand je me couchais le soir, je refaisais toujours le design de la maison de mes amis. Fait qu'à un moment donné, de fil en aiguille, j'en ai comme conclu, il fallait que j'aille dans le domaine de la construction. J'ai fait une technique en architecture. Par la suite, j'étais allée à Ottawa faire un bac en sciences politiques. Ça, c'est peu de monde le sait, mais j'ai un petit background en sciences politiques, d'où mon côté social. Très jovial, je parle à tout le monde, j'ai un esprit d'équipe, etc. Quand je suis revenue à Montréal, j'arrivais pas à avoir le poste que je voulais dans les entreprises de construction. Fait que mon conjoint m'a dit, va à l'ETS, dans l'École de technique supérieure, puis va faire un bac en génie. Là, tu te dis, là, je reprends un autre 4 ans d'études, mais bon, je l'ai fait. J'ai terminé en 2016, lorsque j'ai accouché de mon premier enfant, donc de ma fille. Et puis, c'est ça. Par la suite, j'ai travaillé pour une multinationale. J'ai pas fait long feu. Je suis une personne qui aime ça, think outside of the box, puis j'aime ça toucher à tout. Fait que là, quand t'es dans une grosse boîte, ça marche pas. T'es dans ta boîte, faut que tu restes là, puis faut pas que tu déranges personne. Fait qu'après ça, je me suis retrouvée dans une plus petite boîte. Puis là, j'ai été un joueur clé dans cette entreprise-là. J'ai grossi sur le chiffre d'affaires. J'ai construit une équipe d'après une quinzaine d'employés de chantier. J'ai créé ma clientèle. J'ai bien du fun. Fait que ça, c'est des choses qu'on va parler justement aujourd'hui, ta capacité de créer des équipes. Puis, tu sais, on va creuser tantôt là-dessus. Puis, j'imagine que ton parcours en sciences politiques, c'est bien ça, sciences politiques, ben ça s'apparaît parce que tu as de l'entre-gens, puis tu peux pas être quelqu'un qui est mis dans une boîte ou dans une case. Donc, maintenant, on veut justement partager ça avec tout le monde. Donc, j'aimerais ça apprendre un peu sur ton style de management, si on peut tomber un peu dans le vif du sujet. Ben, moi, je suis une personne quand même extravertie. Mon style de management ou mon style de leadership, peut-être plus pragmatique. J'aime ça aller direct au but, mais j'aime ça que la solution qu'on va prendre, ce soit une solution qu'on peut appliquer dès maintenant. J'aime pas ça quand on passe par 4000 chemins. C'est pas toujours facile pour tout le monde, mon style de leadership, mais les gens apprennent rapidement à me connaître là, dans une équipe. Même si je suis une personne extravertie, j'aime beaucoup encadrer les gens, puis les aider, puis à les faire grandir. Je pense que c'est ça qui fait que je suis où ce que je suis rendue présentement. Quand tu es à la tête d'une équipe, surtout dans un gros projet, ben il faut que tu sois capable de cibler les bons côtés, les mauvais côtés de chaque personne. C'est quoi leurs faiblesses, leurs forces, puis de leur dire, il faut que tu travailles tes forces, tes faiblesses, puis moi, je vais t'aider là-dedans. Fait que de prendre des gens, puis de les faire s'épanouir en quelque sorte pour maximiser leurs forces, j'imagine que ça vient avec les faiblesses, hein? On en a tous. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, peut-être, qui sont arrivés récemment? Ce qui est important, j'ai pas d'exemple concret, là, mais ce qui est important dans une équipe comme ça, c'est de voir les gens, est-ce qu'ils sont bien organisés? Est-ce qu'on a défini des rôles, des responsabilités? J'ai été dans des entreprises où est-ce que le RACI n'était pas fait. Puis sans que les gens me le disent dans l'équipe, ils me disent, je comprends pas les rôles ou les tâches que je dois faire et quand les faire. Mais le RACI, c'est important dans une grosse équipe, justement, pour ça, qui fait quoi, comment. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on peut cibler les forces et les faiblesses de tout le monde. Marie-France, peux-tu nous expliquer c'est quoi le RACI? Donc, responsable, accomplir la tâche, communiquer l'information ou la tâche, puis informer. C'est le retour de la communication, en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a des tâches qu'il faut juste les accomplir ou il faut distribuer la tâche un coup qui est faite. Donc, qu'est-ce que j'informe? Qui est responsable de s'assurer que la tâche est accomplie. Ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place parce que c'était pas fait et puis ça l'a donné une structure à l'équipe.
Oui, ça donnait une structure à l'équipe. Ça a aidé les gens qui étaient peut-être je veux pas dire désorganisés, mais il y a des gens qui ont besoin d'un encadrement plus serré, plus structuré. Moi, je suis free dans la vie. Je m'en vais, là, puis je vais faire mon petit bout de chemin, puis pas d'inquiétude à ça. Je m'organise. Il va toujours avoir un cadre, sans que même si tu m'en donnes pas. Mais il y a des gens qui aiment ça être plus encadrés, puis avoir une structure. Ça, c'est des outils qui sont importants pour ces équipes-là. Petite parenthèse pour notre auditoire. Marie-France, c'est quelqu'un que moi, je nomme de superstar. Parce qu'on a des rockstars en entreprise, puis on a des superstars. Les superstars sont ceux qui prennent toujours des nouveaux défis, des plus grands défis, puis qui doivent avoir cette liberté-là. Alors que les rockstars, c'est des gens qui accomplissent des choses critiques dans l'entreprise, mais qui sont focus qu'on a besoin. Fait que ça, c'est un peu une parenthèse dans mon style de gestion. Mais Marie-France, s'il te plaît, continue à élaborer sur justement ta structure d'équipe. Parce que les gens, ils ont des forces, mais ils ont aussi des faiblesses. Puis l'encadrement, ça en fait partie. Mais ces gens-là, ils ont des rôles précis que des gens comme moi, puis toi, on n'est peut-être pas capable d'accomplir les tâches que eux autres ils font, là. Exactement. C'est pour ça que c'est important de définir les forces et les faiblesses de chaque personne. Moi, je suis une personne pas très forte dans la minutie, là. Je peux encadrer tout le monde là, on the track, là, puis sans problématique. Mais minutie du détail, c'est un peu moins ma force. Fait que je vais toujours m'assurer dans mon équipe qu'il y a une personne qui vient combler ce petit détail-là avec les normes, surtout en ingénierie. Dans le domaine de la construction. Donc, non, tu peux pas faire ça. Il faut répondre à telle norme, tel essai, etc. Puis j'en ai besoin. Peut-être que c'est des fois, cette personne-là va pas à la même vitesse que moi je vais, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle vienne combler, je parle de moi-même, là, fait que ma lacune. OK? Puis, il y a d'autres personnes qui sont très terrain. Moi, je suis un petit peu plus dans le bureau, puis j'aime superviser mon équipe, survoler, assurer que tout le monde fait bien leur tâche, mais j'ai besoin aussi de bons yeux qui sont sur le terrain. Donc, j'ai besoin d'une personne qui aime ça être sur le terrain. Ça ne dérange pas de porter ses grosses bottes de construction, d'habiller tout seul, d'avoir froid dehors. T'es mes yeux, tu comprends? Quand je t'appelle, il faut que tu me donnes le vrai pouls là, du chantier. Ça fait partie de ce que j'entends, c'est que tu te connais bien, tu connais tes forces, tes faiblesses pour les compléter avec une équipe multidisciplinaire. Exactement. Peux-tu élaborer sur comment tu encadres les gens dans le changement? Parce que oui, il y a des normes, là, puis en ingénierie, c'est assez pointu, mais on vit dans une société qui évolue puis qui change. On est constamment apporté à amener des améliorations dans nos entreprises. Oui, effectivement. Puis, dans cette optique-là, ce qu'on va dire habituellement, un analyste d'affaires va dire on y va avec un petit quick win. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de s'adapter au changement à la même vitesse que peut-être toi et moi, on va être capable de le faire. Moi, je m'adapte très rapidement au changement. Écoute, dans les 4 dernières années, j'ai passé dans 4 très gros projets à tout réapprendre différentes disciplines dans le domaine de la construction. Sans problématique, j'ai aimé ça, j'ai survolé, let's go. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus conservateurs. Donc, il faut faire des petits quick wins, il faut les apporter tranquillement. Puis ça, c'est important de ne pas tout changer. Puis ce conseil-là, là, ça s'applique à tout le monde, Tu sais, prenez le pouls de votre équipe, savoir est-ce qu'on peut faire les changements on the go ou on y va étape par étape. Puis demandez-leur, tu sais, ça va-tu trop vite? C'est-tu correct? As-tu des questions? As-tu bien compris? Ça, c'est important. Absolument. C'est très valorisant qu'est-ce que tu partages, là. Je pense que notre audience va beaucoup aimer ça. Je veux passer maintenant peut-être à c'est quoi que ça fait une chargée de projet principale dans le cadre de PNC. Si tu peux nous en dire un peu, c'est quoi les rôles et responsabilités que tu occupes actuellement? Parfait. Donc, juste un petit parenthèse. Donc, PNC, l'entreprise pour qui je travaille, c'est une compagnie à fond autochtone qui appartient à une communauté dans le plan Nord. Et on fait principalement des projets qui se situent uniquement sur leur territoire. Donc, on négocie tous les projets qui se situent seulement dans leur territoire. C'est pas la même dynamique, mettons, parce qu'il faut prendre connaissance de leurs intérêts et s'assurer que les projets qu'on fait, ça respecte leurs activités, leur territoire, en adéquation avec leur culture. Donc, c'est quand même des gros projets qui se déroulent sur leur territoire parce qu'ils ont un grand territoire. Donc, ça fait des grandes équipes. Et puis, en tant que chargée de projet, moi, j'ai toujours, dans les 4-5 dernières années, après avoir été un joueur clé dans une plus petite PME, ben là, je me suis retrouvée sur des chantiers avec des projets de 100 millions et plus. Donc, c'est pour ça que je
une grande équipe qui m'entoure. Et puis, dans ces projets-là, ben il faut, chargé de projet, ce qu'il fait principalement, c'est suivre le budget. C'est la clé. Puis, faire un échantillon efficace, j'aurais quasiment le goût de dire efficient, parce que les deux sont interreliés. Un chargé de projet, c'est les deux principales tâches. Ça m'a pris des années à le comprendre, mais j'ai tout le temps, c'est deux choses dans un chargé de projet. Ça suit l'échéancier, puis ça respecte le budget. That's it. Dis même, c'est assez simple. C'est simple, hein? Ben, il faut rendre les choses simples. Parce qu'un projet de plusieurs centaines de millions, on sait que c'est assez compliqué. Oui, mais ça, c'est la base. Après ça, les choses découlent. Les ententes contractuelles, la coordination de l'équipe, la coordination avec l'équipe de terrain, la gestion autant des petits outils, la gestion RH, etc. Principalement, chargé de projet, c'est deux choses. Fait que toi, il faut que tu coordonnes tout ça pour venir juxtaposer ça avec les membres de ton équipe qui sont parfois très différents les uns des autres. On veut que ça soit des gens très différents l'un de l'autre. Faut pas que les gens soient tous pareils parce qu'on veut un inventaire. Je sais pas si tu te rappelles, on va revenir en arrière, là, OK? On dira pas quel âge qu'on a, mais on va revenir en arrière. Mais quand on sort de l'université, à l'École des technologies supérieures, on a une fois faire un petit test là, dans quelle spirale on se retrouve dans nos personnalités. Je sais pas si ça traite couleur là, des personnalités. Bien, il faut que dans ton équipe, tu aies des gens qui remplissent à peu près toutes ces couleurs-là pour faire les forces et les faiblesses de tout le monde. C'est le chargé de projet ou la personne qui est en tête de l'organisation qui doit s'adapter à la façon qu'elle discute ou qu'elle communique ou qu'elle encadre la personne selon son profil. Toi, tu es capable de répartir les tâches puis de s'assurer que les bons profils sont aux bonnes tâches. Quels sont des défis qu'on rencontre des fois sur des projets d'envergure avec une équipe multidisciplinaire? Le travail en silo. Ça, là, c'est fréquent, très fréquent. C'est très pénalisant. Donc, c'est pour ça que je vais redire ce que j'ai peut-être dit un peu plus tôt. C'est important de s'assurer de connaître les gens, leur profil avec qui les gens travaillent. Donc, moi, je lis beaucoup de livres sur le type de personnalité. C'est une petite passion cachée, mettons, on va dire, parce que je veux, quand j'arrive avec une personne, communiquer avec lui de la bonne façon selon son profil. Puis il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de travail en silo pour savoir tout ce que les gens font. Un exemple concret, moi, je raconte toute mon équipe, comme là, pendant l'hiver, on est en télétravail. Donc, je raconte chaque personne un à un, 1 heure par semaine, pour savoir où sont rendus dans leurs tâches, qui fait quoi, comment, pourquoi. Ils ont-ils des questions? Ils n'ont peut-être pas compris ce que je leur ai délégué. Un petit courriel. Salut, peux-tu faire telle tâche? Peux-tu travailler sur telle méthode? Peux-tu me faire telle analyse? Mais des fois, le courriel, ça veut tout mais rien dire. C'est de l'écrit. On l'interprète comme on veut. Donc, c'est important de revenir. Mais parfois, mon directeur va faire la même chose. Il m'envoie un courriel. On s'en reparle. Bien, pour moi, ça veut rien dire, on s'en reparle. C'est quoi l'action concrète que tu veux derrière? Donc, moi, si je prends une heure avec tous les membres de mon équipe, bien, je m'attends aussi que mon directeur prenne 1 heure avec moi par semaine. Puis je donne un compte-rendu des gens qui entourent mon équipe. Absolument. Puis justement, c'est une parfaite transition parce que moi, je veux aller dans l'optimisation de l'équipe dans le projet d'envergure. Fait que là, concrètement, toi, tu passes du temps avec chaque membre pour être sûr qu'ils sont corrects. Y a-tu d'autres techniques ou conseils que tu peux partager avec l'audience par rapport à comment on gère un gros projet? Parce que c'est décentralisé, là. À ce que je comprends, il y a du monde qui sont sur le chantier, mais tu as du monde dans un bureau qui sont à l'externe, non? Exactement. Puis principalement, les projets de génie civil au Québec, ça se passe 6 mois par année. Donc, la MTMD ferme habituellement les projets de novembre à mai. Tu peux les rouvrir à partir du mois de mai. Donc, souvent, les équipes vont se retrouver en télétravail ou dans les bureaux, tout dépendant de la politique là, de l'entreprise. Si vous faites du télétravail, ben, on va se retrouver avec beaucoup de réunions. Mais faire des réunions sans heure du jour, là, moi, non, ça marche pas. Je capote. Fait que c'est important de faire des réunions avec un objectif clair, faire un ordre du jour et qu'il y ait des tâches qui en découlent par la suite. Sinon, on se rencontre juste pour jaser. On va les prendre un 5 à 7. Là. On va jaser de tout puis de rien. Fait que, tu sais, c'est du temps perdu sinon pour le reste de l'équipe. Puis dans une grosse équipe comme ça, le temps des gens, c'est important. C'est drôle que tu parles de ça parce que récemment, de mon bord, chez Civalgo, on a aussi imposé cette technique-là. On a des ordres du jour obligés. Puis en plus de ça, si on a des documents à partager pour arriver au meeting informé, ben on doit le faire 3 jours d'avance. Donc, on se rejoint beaucoup là-dessus. Peux-tu me parler maintenant d'un signal d'alerte? T'es dans ta gestion, t'es
le projet, il roule. Qu'est-ce qui est pour toi un signal d'alerte que l'équipe, elle s'en va dans le mur? Un signal d'alerte. Les tâches sont pas accomplies dans les bons moments ou sont accomplies dernière minute. Donc, ça veut dire qu'il y a une planification qui n'a pas été faite. Donc, quand on parle de faire un échéancier, il y a aussi des livrables administratifs qui vont avec l'échéancier. Fait que si tout arrive à la dernière minute, ça, c'est un gros signal d'alerte. Ça revient à ce que j'ai dit. Il n'y a pas une planification qui a été faite adéquate. Les gens ont travaillé en silo, donc ils n'ont pas communiqué. Ils ont communiqué, ils ont fait des meetings qui n'avaient pas de but ou ils n'ont pas communiqué la bonne information au bon moment. Donc, tu arrives là, tu jases, mais tu n'es pas préparé, fait que tout le monde perd son temps. Ça, c'est un grand signal, là. Il faut arriver préparé quand que le chantier roule. Il y a beaucoup d'argent dans une journée pour l'équipe de terrain. Donc, il faut être préparé, il faut faire les livrables d'avance. C'est pas question qu'il y ait des opérateurs qui attendent l'impel, là. Tu sais, les matériaux, tout doit être organisé. Mais comment tu réagis dans ce temps-là? Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est tous des gens différents dans ton équipe. OK? Oui. C'est pas tout le monde qui prend la critique de la même façon. Est-ce que tu peux nous donner des bons coups et des moins bons coups, peut-être, pour aider l'audience? Ça m'est déjà arrivé d'avoir eu besoin de recadrer une équipe qui prenait du retard ou qui venait pas vers moi pour me dire je comprends pas ou ils faisaient pas le livrable. Donc, malheureusement, tu sais, il faut que je leur écrive Je les rencontre personnellement, je leur écris une petite lettre ou un courriel pour leur dire écoute, là, il faut que tu te ressentes. Mais voici à quoi j'attends de toi, ce que je veux que tu améliores. C'est super plate de faire ça. J'avoue. C'est comme être un prof puis taper ses doigts. C'est pas le fun. Ça fait partie du leadership. Je veux dire, t'as comme pas le choix de le faire, tu sais. Malheureusement, mais c'est pas le fun. T'sais. Mais je me suis rendu compte que faire cette action-là, ça leur a permis de les recentrer sur leur tâche, de venir vers moi et de dire OK, là, je comprends mieux. Combien de temps faut que je mette? Que quand tu me demandes quelque chose, j'attends certains livrables. Fait que quand ça va pas, il faut le dire. Ouais. Oui, il faut avoir un ton plus sévère, sans atteindre, ça c'est très important, faites attention à ne pas atteindre l'ego de l'autre personne. On ne sait jamais quel est le niveau de l'ego de l'autre personne. Fait que quand vous écrivez quelque chose, vous parlez avec quelqu'un, essayez de gager l'ego de l'autre personne à qui vous parlez. Là, on voit les nombreux livres là, de personnalité. Ou différentes erreurs, comme vous voulez. Écoute, c'est ça. Absolument. Fait que c'est des signaux, mettons, qu'une équipe prend du retard, mais t'as-tu aussi, autre que genre le projet il est on time, on budget, t'as-tu des signaux des fois que, OK, ça va être une bonne équipe, là? Le but du jeu, c'est de pouvoir prédire, tu sais. De prédire, est-ce que cette équipe-là, je vais avoir beaucoup d'énergie à mettre, de recentrer les gens ou celle-là va bien aller? En tant que chargé de projet principal, là, dans ma personnalité à moi, je dirais que je le sais tout de suite. Je pense que quand tu es un leader, après avoir rencontré toutes les personnes quand tu arrives dans une nouvelle équipe, on le sait si ça va bien marcher ou pas bien marcher. C'est toujours à la fin de chaque saison, j'aime ça faire un point d'arrêt ou à la fin de chaque projet, faire un point d'arrêt, les bons coups, les mauvais coups, puis de repartir la saison, tout le monde au même point. Plusieurs entreprises le font, ils appellent ça un lancement de saison. C'est une très bonne pratique dans le domaine de la construction parce que le 6 mois va très vite. Puis peut-être que la haute direction, pendant le 6 mois, je vais dire off, pour les gens de chantier, a changé l'alignement de ce qu'ils veulent avoir. Mais comme j'ai déjà dit à d'autres collègues ou d'autres amis qui sont dans le domaine, les directives que vous prenez dans la haute administration, il faut les descendre en bas. Sinon, c'est sûr que votre équipe ne vous suit pas. Là. Qu'est-ce que vous avez à cacher? Rien. Sinon, on crée d'autres silos, là, en quelque sorte. Exactement. Ce que vous voulez, c'est quoi? Vous voulez réussir, vous? Vous avez besoin de l'équipe en dessous de vous. Puis pour ça, vous devez descendre l'information. D'où les bonnes pratiques que certaines entreprises font qui appellent le lancement de saison. J'adore. Fait que là, tu me parles d'un post-mortem. Oui, post-mortem en fin d'année. Un petit peu avant Noël, de tout le monde se dit, on va dire en parenthèse, les bitcheries. Tout le monde va en vacances, mûrisse ça. On repart l'année. On réaligne peut-être. On réaligne. Ouais, parce que les priorités ils changent. Puis on a déjà, mettons, une saison, par exemple, d'actifs avec notre équipe. Fait que là, on est capable de mieux se gager puis de mieux réaligner. Mais le leadership fait encore surface à ce niveau-là. T'sais. On a parlé tantôt de comment, justement, réaligner l'équipe. T'as-tu d'autres événements frappants à partager, des choses qui sont arrivées qui sont devenues critiques dans ton rôle de chargé de projet,
que tu n'as peut-être pas vu venir? Ça revient un peu à ce que j'ai déjà dit préalablement, mais ça m'est déjà arrivé dans un projet qu'on changeait la planification à tous les jours. Mais si je change la planification tous les jours, nécessairement, je ne suis pas le budget. Puis, ben, veux pas, on impacte l'équipe en chantier. Qu'eux autres non plus, ils le diront pas, là, ces gens-là. Mais ils n'aiment pas ça, là. Ils n'aiment pas ça se faire bardasser d'un bord puis de l'autre. Ils sont comme les gens dans le bureau, ils aiment ça que ça roule. On t'embarque dans le train puis on avance. Si tu suis pas le train, tough luck. Moi, j'avance puis je pars avec le train. J'avoue, tu sais, puis les gars chantier, peut-être qu'on peut en parler plus parce que là, on a beaucoup parlé, mettons, de l'équipe administrative de bureau qui est ton équipe immédiate, mais en bout de ligne, on est là pour construire des projets d'envergure, tu sais. Puis les gars au chantier, c'est des bâtisseurs, tu sais, je veux dire, le monde, normalement, rentre dans la construction parce qu'ils aiment ça créer, bâtir. Il y a rien, il y a quelque chose quand ils ont fini, tu sais. C'est ça, puis ils sont fiers, hein? Ils sont très fiers de ce qu'ils ont bâti, puis ça, c'est important. C'est important d'être fier de ce qu'on bâtit, de ce qu'on accomplit. Ça fait partie de l'esprit d'équipe, de la réalisation, d'avoir le nom de l'entreprise tatoué sur le cœur. Donc, je fais encore un pouce à ce que j'ai dit un petit peu plus haut. C'est pour ça que les hauts dirigeants, c'est important de descendre l'information en bas. Dites-le à votre chargé de projet principal, voici la ligne directrice. Si vous n'êtes pas à l'aise, le chargé principal, lui, si c'est une personne qui est rassembleuse, va s'occuper de descendre l'information en bas avec son monde. Absolument. Puis là, on a parlé de comment motiver justement une équipe chantier. Tu peux-tu nous en parler de c'est quoi les techniques que tu utilises? Parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui produisent. Là. Fait qu'il faut que ça soit motivé jusqu'en bas. L'information va jusqu'en bas, la motivation aussi. Bien, c'est une technique complètement différente. Fait que, dans le bureau, on parle de faire un récit, de faire un calendrier des réunions, de faire des entrevues one-on-one, d'être à l'écoute des besoins des gens dans ton équipe. Mais sur le chantier, il faut être aussi à l'écoute des besoins des gens. Moi, quand les gars rentrent dans mon bureau à 5h, 5h30, là, puis on va besoin de chialer sur leur journée, là, ben, je les écoute. Ils ont le droit là, de chialer. Là. Faut que tu apprennes puis que tu la laisses. C'est pas plus grave que ça. Puis des fois, il faut que tu écoutes la conversation, tu te dire, OK, c'est beau, mais c'est quoi la problématique principale de ce que tu viens de dire pour que je puisse t'aider? C'est quoi la prochaine étape? C'est exactement, tu sais. Parce que ça, tu défiles ça là, à vitesse grand V, puis that's it. Fait que, des fois, ils ont besoin de se vider le cœur. Ils ont besoin de se vider le cœur, mais aussi, il faut les recentrer sur c'est quoi, comment je peux t'aider, puis c'est quoi la problématique. Il faut leur apporter les bons outils. Fait que ça, c'est le rôle d'un bon gestionnaire d'apporter les bons outils pour l'équipe. Il faut que ça soit simple pour eux autres. Quoi d'autre? Ben, j'en ai parlé un peu plus tôt, le lancement de saison, c'est un bon point pour partir de tout le monde au même niveau, avec la même évaluation, les mêmes informations. Donc, tout le monde est responsable de leurs accomplissements au courant de l'année. Mais on est tous évalués au même niveau parce qu'on a tous assisté au lancement de saison, puis on a tous eu les mêmes directives. J'aime beaucoup les étapes que vous avez mises en place. Il y a de la rigueur, il y a des action items ou des next steps après chaque rencontre, etc. Moi, je pense que c'est une bonne structure, puis j'aime ça vous voir aller parce que ça performe super bien sur vos chantiers chez PNC. Maintenant, je veux aller dans la dernière section de notre podcast, qui est un peu ta vision du futur. Comment ça va? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi sur tes projets? Puis on va retoucher sur les leçons apprises en même temps. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, toujours des projets d'envergure. Il y a de plus en plus de beaux projets, donc les différentes organisations publiques font ou lancent, là. Fait que ça, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun de participer à ces gros projets-là, de rencontrer des nouvelles équipes, d'arriver dans des situations au chantier un peu déstabilisées, de s'adapter. Mais c'est aussi important, tu vas me supporter là-dedans, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais c'est aussi important de suivre la nouvelle tendance avec toutes les plateformes qui s'offrent de gestion de projet, gestion des opérations, de l'intelligence artificielle. C'est très important. Ça, il ne faut pas que le domaine de la construction retarde ses activités par rapport à ça. Il faut former son monde à l'intérieur de l'équipe pour les utiliser, pour gagner du temps, parce que les projets, là, ils vont être plus gros, plus complexes, puis dans un délai plus court. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ça nous prend des bons outils. Il faut connaître ces outils-là. Il faut arrêter d'avoir 32 fichiers Excel pour répondre à toutes nos questions d'opération, de gestion, etc. Bien, merci de partager ça parce qu'évidemment, un de nos défis chez Stivalgo, c'est de communiquer cette situation-là parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans des situations complexes, mais qui ont tellement peur d'évoluer qu'ils sont paralysés. Si quelque chose n'est pas parfait, ils vont pas aller de l'avant. Mais tu sais,
Ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'existe pas, en fait, le monde parfait. Exact. Ça n'existe pas, le monde parfait. Puis il faut y aller un step à la fois. Fait qu'un petit changement, un autre petit changement, un petit changement. Mais comme j'ai dit, les projets vont être plus gros, plus complexes. Le monde aime ça. Ils veulent ça, des projets plus gros, plus complexes. Fait que les organisations, c'est ça qu'ils leur donnent, pas de problème. Mais en même temps, il faut que le prix soit bon, il faut que tu accélères la productivité. Bien, pour ça, ça te prend de l'aide. Il faut automatiser certaines choses. Un chantier de construction efficace, c'est comme une usine. On devrait produire tout le temps la même chose. Dans un petit langage québécois, c'est avec bénin de patate qu'on dirait. Mais pour ça, on ne peut pas faire ça seulement à l'être humain tout seul. Il faut s'aider avec des différents outils. Absolument. Fait que moi, j'aime beaucoup ta vision. Peut-être, est-ce que tu as quelques derniers conseils finaux pour les gens qui aspirent à avoir un rôle comme toi de chargé de projet principal sur un projet d'envergure avant qu'on conclue? Bien, il faut motiver ses troupes. Il faut motiver ses troupes. J'ai pas d'autre façon de le dire. Fait qu'un conseil que tu aurais à nous partager, ça serait de motiver les troupes? Motiver les troupes, être à l'écoute. Des fois, là, moi, ça va pas bien, je vais parler avec une autre personne, puis je dis, aujourd'hui, je suis pas motivée. Puis ils vont dire, ah non, Marie, ça va bien aller. Puis inversement, une autre personne. Tu sais, moi, je leur donne toujours une liste de tâches. Complexe, pas complexe, mais je leur dis, ça, c'est super important, mais je te donne une petite tâche à côté, là. Un matin, tu te lèves, là. Tu fais le pas trop, t'es pas très motivé, là. On a tout droit à ça, hein? On n'est pas tout top shape à tous les jours. Ben, cette journée-là, tu feras cette tâche-là. Tu as 2 semaines pour la faire. Garde-la pour tes journées que tu fais le moins bien. Tu as le droit. Fait que c'est important de motiver ses troupes, puis de respecter qu'on n'a pas toutes la même motivation, puis d'être à l'écoute des gens dans notre équipe. On est une équipe. Ces projets-là ne se réalisent pas toutes seuls. Des fois, je me demande les gens à quoi qu'ils pensent. Ben, tu sais, dans les grosses entreprises, quand que, tu sais, moi aussi, je viens de là, d'une grande entreprise, puis on était parfois des numéros, tu sais, mais ce que je vois, Oui. c'est que toi, tu fais l'inverse de ça. Tu es très humaine dans ton approche. Oui, ben c'est ça. Moi, je veux pas être dans une boîte. Tu peux pas me mettre dans une boîte. J'ai déjà eu un partenaire qui m'a déjà dit, Marie, ça marchera pas, mais que tu vas partir d'ici, tu vas revenir me voir. Ça m'avait marqué. Tu vas revenir me voir dans 6 mois parce que toi, t'aimes pas ça être dans une boîte. Mais il m'a appris à me connaître. Puis maintenant, quand je vais dans une boîte, ben je leur dis, moi, je suis think outside of the box. Puis mets-moi pas dans une boîte, c'est clair, je vais sortir, puis t'aimeras pas ça. Fait que mets-moi une place opportune pour ça, sinon oublie-moi, je suis pas la candidate parfaite. Puis à date, je pense que ça me réussit. Quand on se connaît, puis qu'on a un poste clé comme ça, c'est ça qui fait qu'on réussit. Mais tu sais, je pense que tu es direct dans ton approche, puis clairement, mais ça a des résultats positifs. Fait que peut-être que ça aussi, c'est une astuce pour tout le monde, tu sais, de dire les vraies affaires, en quelque sorte. En étant poli et respectueux. Oui, absolument. En respectant l'ego de l'autre personne. Puis, si vous le faites par écrit, faites un point d'arrêt après. C'est plate de recevoir une lettre, un courriel. C'est des mots. Les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est correct. Ça, c'est une bonne gestion. Sauf que quand on gère un être humain, là, c'est peut-être la mère qui parle en moi, là. Quand on gère un être humain, on ne sait pas comment que la personne va interpréter les propos qu'elle a lus. Fait qu'on laisse le temps de lire la lettre, on la rencontre après, on fait un plan d'action. Tu sais, comment tu l'as perçu, comment tu vois ça, puis comment je peux t'aider à travers ça. C'est comme ça que tu vas faire grandir ton équipe. Puis, petite parenthèse, il existe un feature, là, plus 30 secondes quand tu envoies un courriel, très utile, tu sais, pour te dire, est-ce que c'est correct, qu'est-ce que j'ai envoyé finalement? Relis-toi 3 fois, puis quand tu es fâché sur quelque chose que tu as reçu, va dormir là-dessus, reprends-le demain, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu es fier dans ta carrière que tu as fait jusqu'à maintenant? Moi, je suis fière d'avoir développé une grande adaptabilité dans les projets que j'ai faits, dans les équipes que j'ai côtoyées. Puis je vais peut-être faire une petite parenthèse, là, mais souvent les gens vont dire dans une grosse équipe comme ça, on sait bien c'est ton préféré. On a tout un préféré dans une équipe. C'est pas grave, c'est pas vous le préféré. Ne capotez pas avec ça. C'est juste que des fois, ces 2 personnes-là sont plus complémentaires dans leur personnalité puis se comprennent mieux. C'est juste ça. C'est tout. C'est pas que la personne va avoir un meilleur salaire, va avoir plus de congés, moins de tâches, ça n'a aucun rapport. C'est juste la complémentarité des 2 personnalités qui font que pour vous, c'est un chouchou, mais ça l'est pas tant. C'est pas la bonne façon de l'interpréter. Est-ce que tu as déjà eu des mentors? Oui, j'ai eu un mentor pendant mes 10 premières années de ma vie.
pour gérer les équipes, apprendre dans le domaine apprendre comment ça marche dans le domaine de la construction, les clauses contractuelles, les avocats, la gestion des opérations, faire des soumissions, tout ça, oui, j'ai eu un mentor. Tu le recommandes-tu aux gens d'avoir Oui, un mentor? je Absolument? recommande très... le mentor, il vient naturellement. Il ne faut pas forcer les choses. C'est pas obligatoire. Je pense que ça vient naturellement. Il y a une compatibilité. Compatibilité, qui se ressent, exactement. là, ouais. Moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, là, entre deux personnes. S'il n'y en a pas, c'est pas tant grave. Les choses vont tellement vite de nos jours, tant que tu es ouvert, puis que quand tu croises une personne sur ton chemin, tu es prête à recevoir et à apprendre des choses de cette personne-là, ben ça fait un mentor du moment, tu sais. Absolument. Fait que tantôt, j'ai entendu que tu étais très fier de ton équipe haute performance qui était optimisée sur un gros projet. As-tu d'autres petits derniers mots à nous partager? Un succès quelconque? Oui, Partagé? j'avais une équipe que je prenais le temps tous les vendredis après-midi de faire un point d'arrêt. Fait on dînait tout le monde ensemble, puis chaque personne nous présentait soit un repas préféré, une boisson préférée. Donc, c'est important de faire en sorte que l'équipe fusionne. Ça se fait par des points d'arrêt. Il y a des entreprises, par exemple, qui vont prendre le dîner des fêtés à chaque mois. C'est important d'avoir ce point d'intérêt-là pour que les gens se parlent entre eux d'autre chose que le travail. Je vois encore une fois l'aspect humain puis social. J'apprécie beaucoup le temps que tu nous as accordé, Mais merci à vous. Marie-France. Aujourd'hui, tu nous as donné vraiment des techniques, des points d'arrêt, des points de contrôle, des manières de communiquer, des manières de justement tisser les gens ensemble. Oui. Fait que c'était très riche ce que tu nous as partagé. Je sais que notre audience va être super content d'avoir ça. Merci de ton temps. Merci à vous autres, l'audience, de passer du temps avec nous autres, mais surtout de nous aider dans notre mission à partager ce savoir-faire-là avec l'industrie. C'est la meilleure manière d'élever le niveau de l'industrie. Donc, aidez-nous dans cette mission. Partagez l'épisode avec votre réseau. Encore une fois, Marie-France, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Merci à toute ton équipe d'être là, de nous supporter. Sans eux, ça n'aurait pas lieu d'être, ça. Donc, merci à toute ton équipe. On se voit bientôt sur les chantiers. Bien sûr.